Eh bien bonjour tout le monde, merci de nous suivre encore sur ce grand live d'Avenir éco-socialiste. Je suis avec Christophe de Gruel, merci beaucoup d'être là pour nous pour parler culture, tous les deux. Je suis avec Ernestine et Tom également qui permettront de commenter un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure. Alors vous devez déjà connaître un petit peu ceux qui nous regardent ce qui va se passer. Je vais commencer par te présenter Christophe, très rapidement sur ton parcours. Donc tu es aujourd'hui conseiller municipal à Blois. Tu es président de la communauté d'agglomération également, et tu es vice-président à la culture de l'association Intercommunalité de France. Tu es également membre du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Ça, c'est un petit tour de ce qui est actuellement, mais tu as aussi été directeur du cabinet du ministre Jack Lang, membre du cabinet du ministre Vincent Peillon, et ton parcours t'a toujours rapproché plus ou moins de la culture. Ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour. Et je vais te laisser directement la parole puisque j'aimerais que tu nous parles assez rapidement de ta vision du socialisme au XXIe siècle. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Alors, la culture et la politique, pour moi, ça a toujours été totalement lié. Et j'allais dire que je me suis initié à la politique grâce à la culture, d'abord au lycée, à travers un certain nombre d'auteurs, notamment Jules Vallès, je ne sais pas si on l'étudie toujours, avec sa célèbre trilogie L'Enfant, le Bachelier et l'Insurgé. C'était un communard, Jules Vallès, donc il a beaucoup compté dans ma sensibilisation à la politique. Et puis le cinéma d'art et d'essai. Voilà. Okay. Si je suis rentré dans la culture, c'est via le cinéma d'art et d'essai, parce que j'habitais en banlieue parisienne, à Fresnes. On avait un cinéma d'art et d'essai dans la Maison des Jeunes et de la Culture. Et puis, à l'époque, quand j'ai eu 18 ans, avec ma petite 4L, de Fresnes au quartier latin, qui est la capitale mondiale de la cinéphilie, c'était 20 minutes. On se garait autour du Panthéon, parce qu'on pouvait garer sa voiture là. Et donc, pendant des années et des années, j'ai mangé du film d'auteur. Je suis allé au Festival de Cannes, parce que c'était vraiment ma passion. Mais ma deuxième passion, c'était la politique. Et moi j'ai commencé à me politiser vers 16 ans au lycée, mais je n'ai rejoint le Parti Socialiste qu'un petit peu plus tard, à 22 ans. Mais quand je l'ai rejoint à 22 ans, c'était, et là je regarde les gens qui sont sur le plateau, les gens qui sont en face, je pense qu'aucun de vous n'était né, parce que j'ai adhéré au Parti Socialiste en, attention, vous vous accrochez, 1982. Voilà, et donc ça fait 41 ans que je suis au PS, sans discontinuer. Donc j'ai connu énormément de combats, j'ai été secrétaire, j'ai milité dans 4 fédérations, le Val-de-Marne, la Charente, où j'ai été secrétaire de section à Angoulême, la Seine-Maritime et ici le Loir-et-Cher. J'ai été au Conseil national, j'ai été responsable national, j'ai été, ça fait un peu d'ancien combattant de dire tout ça, j'ai été président de l'association des directeurs de cabinet de collectivités locales socialistes, mais toujours avec un prisme culture. Mais quand je suis en responsabilité, et en ce moment à la présidence de la communauté d'agglomération, c'est pas la danseuse, la culture du président. C'est, à mon avis, quelque chose de très fort qui est une marque de fabrique du socialisme. François Mitterrand, il disait que le projet socialiste était un projet culturel. Et moi, je m'inscris vraiment dans cette philosophie. Et puis, au fil des années, j'ai toujours eu des liens très forts avec la culture. J'ai été assistant parlementaire à Angoulême, c'était la bande dessinée. J'ai travaillé comme directeur de cabinet de Frédéric Bredin. Alors on l'a oublié, parce que Frédéric, elle a pourtant été la benjamine du gouvernement du gouvernement Bérégovoy et Cresson. Elle était elle-même conseillère culture à l'Élysée. J'ai évidemment travaillé avec Jack Lang, j'ai été son directeur de cabinet à la mairie, son chef de cabinet au ministère, je l'ai accompagné également à l'Institut du monde arabe. Donc voilà, pour moi, culture, politique, ça va ensemble, et le socialisme, il doit se battre pour la culture pour tous, une culture d'émancipation, une culture d'accès à la beauté. Et je trouve que malheureusement François Hollande n'a pas été un très bon président pour aider la culture. Et je trouve aujourd'hui que notre parti, il n'est pas assez fort sur la culture. C'est-à-dire que pendant les années, ce qu'on a appelé les années Lang-Mitterrand, on avait le sentiment que tous les artistes, tous les créateurs, cinéastes, chanteurs, plasticiens, ils étaient proche du Parti Socialiste. Et ça nous paraissait comme une évidence.
Mais si cette situation a existé, c'est parce que et Jack Lang et François Mitterrand ont surinvesti dans la culture, parce qu'ils aimaient déjà la culture, mais on a oublié qu'en réalité, dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, les créateurs, ils étaient plutôt du côté du Parti communiste. Parce que c'était là où ils avaient le sentiment qu'on allait changer le monde. Et le slogan, vous savez, du Parti socialiste dans les années 70, c'était changer la vie. Je crois qu'il faut qu'on retrouve ce souffle de changer la vie et que la culture est là pour nous y aider. Voilà un petit peu. Et j'essaye à mon petit niveau de participer à ce combat politique et culturel. Les deux sont intimement liés. Tout à fait. Et ton champ d'action, il est plus au niveau des communautés, communes, des intercommunalités. Ouais, voilà. Alors, donc, je préside la communauté d'agglomération de Blois, c'est 110 000 habitants, 43 communes. On a quelques compétences culturelles, mais les intercommunalités, elles sont plutôt là pour gérer les grands services publics. Alors, l'eau, l'assainissement, les transports, les ordures ménagères, le développement économique, le soutien à l'enseignement supérieur et au tourisme. Mais on a quelques compétences dans le domaine culturel, les bibliothèques, l'école d'art, l'école de musique, et puis au niveau national, je suis donc vice-président à la culture pour l'association Intercommunalité de France qui réunit 90% des intercommunalités. D'accord, très bien. Qui est une association, est-ce qu'elle est partisane politiquement? Non, c'est une, comme toute association d'élus, c'est une association transpartisane. Voilà. C'est important de préciser. Actuellement, le président est un ancien LR, mais on est un certain nombre du Parti socialiste ou d'anciens socialistes, parce que c'est un peu une de nos difficultés, à être présent et investi dans cette association. Et à ce titre, effectivement, je siège dans 2 instances du ministère de la Culture, ce qu'on appelle le CTC, le Conseil territorial pour la culture, et puis le fameux Haut Conseil pour l'éducation artistique. Ok, super. C'est un super engagement, c'est vrai qu'on le voit vraiment sur le terrain, et on en reviendra un petit peu après quand on va reparler un peu de ce qu'il faudrait changer et de ton avis. On va passer à une petite phase différente de notre échange que tu vas voir. Donc ici, socialiste ou pas socialiste. Alors c'est un blind test, mais très sérieux, très politique. Tu vas avoir 3 citations de politique sur la culture. Et alors si tu arrives à savoir qui c'est encore mieux. Mais l'idée, c'est de dire si c'est un socialiste ou non qui l'a dit. Donc la toute première citation est la suivante. Donc la fête est ce lieu d'échange, de passion, de mise en lien des artistes et des gens. Moi je dirais socialiste. Socialiste, c'est ça me fait inévitablement penser aux polémiques qui ont eu lieu autour de l'action de Jack Lang, puisqu'on l'a même dit qu'il avait dévoyé la culture, qu'il avait voulu embrasser la culture dans tous ses domaines, y compris la gastronomie et la mode. Et il y a eu toute une polémique où un certain nombre de penseurs de droite ou de politiques de droite disaient ouais mais Jack Lang il a tout confondu, la fête c'est pas la culture. Donc ça, je retrouve bien ces polémiques des années 80, et Jack Lang aurait pu le dire. Je sais pas si c'est lui, mais... Ça tombe très bien, c'est Jack Lang qui l'a dit. Alors on va refaire un petit contexte, parce qu'on sait tous, Jack Lang c'est quand même une grosse figure de la culture en France. On lui doit la fête de la musique en 81, je crois. 82, tu vois, donc tu connais un peu mieux le dossier que moi quand même. Les Journées du patrimoine. Mais également, il avait aussi eu ce côté plus ramener la culture directement dans les foyers, avec cette notion de culture d'appartement, la loi sur les prix uniques pour les livres aussi. Donc il était vraiment tout un travail sur la culture. Et c'est intéressant de faire ce parallèle entre la vision de la culture plus classiciste, on va dire, de nos opposés politiques à droite et la nôtre. Jack Lang a toujours défendu les créateurs. Ça lui a été un petit peu reproché. Il y a eu des débats un peu théoriques autour de est-ce qu'il faut favoriser l'offre ou la demande. Mais les deux, bien évidemment. Pour qu'il y ait de la demande, il faut aussi qu'il y ait de l'offre, et il faut aussi que les créateurs soient soutenus. C'est ça. Il faut aussi que la création contemporaine soit défendue, mais il faut aussi ne pas abandonner le patrimoine. Exactement. Il fallait faire confiance, quand il est ministre, à des jeunes créateurs qui sont devenus aujourd'hui évidemment des stars incontestées, mais il a pris des risques avec un certain nombre, notamment dans le domaine de l'architecture. Dans le cinéma, il a beaucoup fait pour défendre les cinéastes qui montaient. Mais il ne faut pas abandonner le patrimoine. Et dans une ville comme Blois, le patrimoine, c'est une réalité. Et puis il défendait beaucoup une expression de Jean Vilar. Alors Jean Vilar, homme de théâtre, créateur du Festival d'Avignon, il avait une expression culture élitaire pour tous,
pas élitiste, élitaire, ça veut dire une culture de qualité, exigence, mais tout le monde pouvait y avoir accès, et à tel point que cette expression de culture élitaire pour tous, quand il est devenu ministre de l'Éducation nationale en 2000, il a lancé un grand plan avec Catherine Tasca, qui était à l'époque ministre de la Culture, pour l'éducation artistique et culturelle. Et ce grand plan, il était porté par une ambition, en réalité, de réussite sociale. Pourquoi ? Alors ça, c'est très très important. Quand il a lancé ce plan, beaucoup de gens ont dit bah ouais, Jack Lang finalement il est à l'éducation, mais ce qu'il aime c'est la culture, donc il faut à tout prix qu'il nous fasse son plan éducation artistique et machin et culturel. Il n'avait pas compris ce qu'était la vision de Jack Lang. La vision de Jack Lang, c'était une vision qui montrait que la culture était facteur d'émancipation et facteur, j'allais dire, d'ascension sociale. Ouais, de lutte sociale. Ouais. Exactement. Et là, je pense qu'on peut avoir en tête un bouquin majeur de Bourdieu, La distinction critique sociale du jugement. Et dans ce petit bouquin, enfin c'est pas un petit bouquin, d'ailleurs c'est un gros... C'est ce que j'allais dire. C'est un gros pavé. Tu l'as vendu différemment de la réalité, mais oui. Il y a une phrase très forte, et je crois que chaque militant socialiste devrait l'avoir en tête, c'est « Nous sommes tous des classeurs classés par nos classements ». Ça veut dire qu'effectivement, selon ce que nous écoutons, selon ce que nous regardons, selon ce que nous aimons dans le domaine culturel, eh bien il y a des projections sociales. Et la culture peut être un facteur d'émancipation, mais aussi un facteur de discrimination. Et on sait très bien que si dans les années de l'école, du collège, encore au lycée, voire à la fac, il n'y a pas un accès à la culture pour tous, eh bien après, nous sommes tous des classeurs classés par nos classements, eh bien le jeu social pèse. Et donc ce fameux plan Lang-Tasca, il était énorme parce que c'était pas un plan pour faire plaisir à l'ancien ministre de la Culture qui l'était. C'était un plan qui était là pour bâtir la réussite scolaire pour tous grâce à la culture. Ouais, donc vraiment une notion éminemment socialiste de vouloir attaquer les classes. Voilà. Passionnant. On va passer à une autre citation un peu différente qui nous dit la culture c'est la réponse à la crise. Oui, ça, je pense que ça peut être quelque chose qui a été dit par un socialiste parce que il faut faire attention parce que quand on dit la culture c'est la réponse à la crise, certains pourraient le dire en disant c'est pas grave, on va leur donner, alors j'allais dire du TF1, hein, on va leur donner du TikTok à n'en plus finir et puis ils vont tellement, pardon pour ceux qui regardent TikTok, mais il va dire on va leur donner des réseaux sociaux à fond. Et puis ça va tellement leur manger la tête qu'ils vont oublier la réalité sociale et la réalité économique. Donc la réponse c'est on les endort. Bien sûr. Mais il peut y avoir aussi une analyse, j'allais dire, émancipatrice, où effectivement, pour surmonter la crise, il faut avoir des exigences culturelles, il faut avoir des exigences sociales, il faut croire à l'émancipation des travailleurs, comme on disait, hein, voilà. Et donc, moi j'ai plutôt envie d'y voir la lecture de gauche. T'es un petit peu optimiste, parce que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit. Tu l'avais dit, puisque tu avais déjà anticipé le fait qu'il y avait une vision de droite, hein, parce que la culture, c'est quand même un sujet qui a, contrairement à d'autres, qui est vraiment abordé par toutes les classes. Bon, là, c'était quand on inaugurait le centre Pompidou-Mobile en 2011, mais c'est là qu'on voit que c'est un sujet qui est clivant dans son traitement, mais qui est très vite récupéré par tous les partis, tous les aspects politiques. Bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un président, et Macron en est un exemple, qui ne dirait pas j'adore la culture, j'aime la culture, c'est compliqué. C'est pas possible. Non. Parce que Jack Lang, justement, a mis tellement la barre haute qu'on est obligé de dire on aime la culture. Mais dans les faits, est-ce qu'on rend des arbitrages budgétaires pour le ministère de la Culture ? Est-ce qu'on soutient les collectivités locales ? Et puis surtout, est-ce qu'on a une vision en faveur de la culture. Quand Sarkozy nous fait tout son blabla sur Madame Lafayette, etc., personne peut y croire. Et là, il avait fait un bouquin aussi sur la culture. Mais il peut y avoir le côté anesthésiant de la culture. La culture, mes enfants, ils vont faire du piano. Hein, parce que voilà. Et donc, la culture, c'est un combat. Oui. Et nous, socialistes, on doit être au premier rang de ces combats, et je pense qu'on ne l'a pas été assez ces dernières années. Et comme tu l'avais bien dit, il y a aussi le subventionnement, et dans quel domaine on le met. J'avais noté que rien que sur le début du quinquennat actuel, Madame la ministre Abdelmalak avait augmenté de 22% le budget de la culture. Elle avait réussi à négocier. On pense surtout au pass culture, c'était la mesure phare. Et on se souvient aussi du débat qu'il avait eu sur l'utilisation de ce pass culture. On avait reproché aux jeunes de l'utiliser pour des mangas, par exemple. Qui était déjà aussi un débat à l'époque sur
la japonisation de la culture. Et c'est là qu'on voit aussi que donner de la subvention, ça dépend également beaucoup de comment on la met en place, sur quel domaine, et si on la restreint. Et voilà, dans quel but? Si c'est pour renforcer l'effet de classe sociale, ça peut être un détriment. Hein, n'oubliez pas, nous sommes tous des classeurs classés par nos classements. Ceci dit, il y a des choses. C'est Bourdieu, hein, c'est pas moi, c'est pas Jacques Lang non plus. Et puis Bourdieu, sur ces dernières années, il était quand même assez critique sur les socialistes. Mais il y a des très je reviens en arrière. Il y a des très bonnes choses dans les mangas. Moi, je suis pas trop manga, mais il y a des très bonnes choses. Bien sûr, c'est une forme de culture comme une autre. Bien sûr. Pareil, cette classification de la culture est dangereuse. Ouais, et aujourd'hui, quand vous allez dans les CDI des collèges et des lycées, les rayons des CDI, ils sont remplis de mangas. Le chiffre de l'édition est complètement boosté par les mangas. Et en matière de bande dessinée, je crois que c'est 75% de l'édition de bande dessinée qui est destinée aux mangas. Absolument. Pour finir là, sur ce domaine-là des mangas, je sais que je viens de Lyon, une ville où j'ai étudié à l'université de Lyon 1, qui était fière d'avoir un très 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 grand panel de mangas qui représentait le plus gros de la collection. Et on s'était rendu compte que c'était aussi la plus grosse proportion en termes d'emprunt et de consultation. Bien sûr. C'est une entrée vers la culture en fait, d'une manière ou d'une autre. Apprécier les mangas peut aussi permettre de découvrir les grands cinéastes japonais, Kurosawa ou Ozu par exemple. Et il y a des grands thèmes qui se ressemblent, qui sont la source d'inspiration des mangaka, qui créent ce premier pas dans la culture, d'où qu'ils viennent, permet justement de revenir à une diversité plurielle de la culture. C'est intéressant, on essaiera d'en reparler un petit peu après. On va finir avec une dernière citation. Même travail. Il y a la photo. On va en parler. La culture est l'âme de la démocratie. Il a dit sur sa déclaration politique générale en 97. Jospin a été un excellent ministre un excellent Premier ministre. Hein. Moi, j'ai vu de près la manière dont il travaillait, puisque à l'époque, j'étais chef de cabinet de Jack Lang dans le gouvernement Jospin. Et c'est quelqu'un d'une grande rigueur intellectuelle, grande rigueur morale, d'une grande, j'allais dire, humanité. Tout à l'heure, Arthur Delaporte parlait de ces ministres qui ne serraient pas la main ou qui regardaient. Et moi, je me souvenais, puisque le ministère de l'Éducation, il est à pied à 5 minutes de Matignon. Et souvent, quand Lang allait voir Jospin le soir, il me demandait de l'accompagner, on discutait, etc. Et donc quand j'arrivais à Matignon, dans l'antichambre du Premier ministre, et que Jospin sortait pour chercher Lang, il me disait bonjour. Il me saluait, et il me saluait humainement. Il ne me saluait pas de manière mécanique. Et ceci dit, Arthur n'a pas donné de nom, je ne vais pas en donner, mais je pense aussi à d'autres premiers ministres socialistes qui avaient du mal à serrer les mains spontanément. Alors ça, quand il s'agissait de faire le tour dans les banquets républicains, les banquets socialistes, de serrer les mains, mais dans un contexte plus intime, plus personnel, là, le serrage de main était ce qui n'était pas le cas de Jospin. Malheureusement, Jospin, j'allais dire, le choix qu'il a fait, alors non, je ne veux pas dire de mal, la politique... Je suis libre de parler de ce que tu veux. Ouais, disons qu'avec Catherine Tasca, c'était très très bien. Je ne suis pas sûr que notre camarade, à l'époque maire de Strasbourg, qui a été ministre de la Culture, et Catherine Trottmann, on est entre nous, on se le dit, je ne pense pas qu'elle ait été une très grande ministre de la Culture. Voilà, je l'ai dit comme ça. Un avis qui est... Qui est le tien, qui est le partage. Voilà, c'est intéressant de savoir. On peut aussi être critique de nos actions et de comment on fait le travail. On est dans un format où on ne va pas être langue de bois. Non, c'est vrai. C'est très bien. Notez bien derrière vos écrans qu'on va être très honnête. Là, on va te demander vraiment ton avis sur cette question, donc la question clé qui va relier la culture avec l'avenir éco-socialiste. On va essayer de faire... On me fait signe qu'on est un petit peu short niveau temps, parce qu'on est bien bavards tous les deux. On va essayer de travailler là-dessus. On a déjà abordé la question, mais... À l'heure actuelle, tu as déjà bien couvert, mais quelle importance il faudrait donner à la culture et quels moyens et quelles instances surtout, parce que c'est aussi ta question à toi dans ton travail, quelles instances utiliser pour redonner l'importance nécessaire à la culture? D'abord, un projet politique. Ça veut dire que le premier secrétaire, moi j'aime bien Olivier, mais je n'entends jamais parler de culture. Oui. Je trouve que nos journées ne mettent pas la culture à l'honneur. Lors de la première édition à Blois, il y avait eu une tentative avec un petit peu de mémoire des danseurs, des chorégraphes qui étaient venus sur le plateau. Ça a été abandonné. Je me souviens qu'à La Rochelle, il y avait aussi des projections de films beaucoup plus importants. Moi, donc la culture, c'est d'abord un projet politique. Et donc c'est au premier secrétaire de porter le projet. Après, dans le
cadre des politiques publiques, il faut évidemment continuer de soutenir les collectivités territoriales, qui sont les premiers financeurs de la culture en France. Et puis, l'enjeu de l'éducation artistique et culturelle à l'école est fondamental. Et puis, tout simplement, il faut aimer les artistes, il faut aller voir des expos, il faut aller au concert, faut lire, parce que les créateurs, ils bousculent nos repères. Nous, on est des militants politiques, on est quelquefois un peu sérieux, un peu strict, et c'est normal quand on nous confie la gestion des affaires publiques, mais il faut aussi qu'on soit en capacité d'imaginer le monde de demain. Et qu'y a-t-il de mieux pour imaginer le monde de demain que les grands écrivains, les cinéastes, les plasticiens, enfin tous les créateurs. Très bien, voilà. Parfait. Ça vient compléter ce qu'on a dit jusqu'à présent sur cette question-là, et c'est primordial, voilà, d'utiliser la culture comme victoire aussi pour la gauche, comme l'avait dit Mitterrand, tu l'avais déjà dit, mais il avait également dit avant d'être élu, on a parlé tout à l'heure que juste avant l'élection, que la victoire n'était pas encore politique, mais elle était déjà culturelle. Voilà. Donc alors, je réassocie à ce que des camarades ont dit plus tôt. Et puis là, ça nous amène à nous réinterroger sur les grands classiques de la littérature politique. Et bien sûr, Antonio Gramsci. Alors Gramsci, c'est plutôt côté communiste en Italie dans les années 20, mais il a bien mis en avant, il a bien développé la notion d'hégémonie culturelle. Oui. C'est-à-dire qu'avant d'avoir une victoire politique, il faut construire un récit. Et là aussi, on est un peu en manque, parce qu'il faut construire le socialisme demain, l'écosocialisme du 21e siècle, et si on n'a pas un récit à proposer à la population, aux habitants, eh bien on aura du mal. Parce que il ne s'agit pas simplement, il faut conquérir le pouvoir, mais après il faut être en capacité de l'exercer, et pour l'exercer il faut proposer un récit. Et là, il faut faire preuve de plus d'imagination qu'aujourd'hui. Très bien, je trouve une très belle conclusion pour cette partie. On va utiliser notre côté artistique, culturel, parce que tu vas participer du coup à ce canevas Dessinons le socialisme. Tu as des petits stylos, des petits feuilles derrière toi. Eh bien, je t'invite à rajouter ta contribution de la façon que tu veux pour définir ce socialisme. Alors tu vois, il y a des efforts un peu variés. Ce qui est un peu terrible, c'est que j'allais dire, moi je suis là pour parler de culture et je crains que les dessins soient pas à la hauteur. Alors je vais expliquer ce que je vais. Non, je vais dessiner 2-3 choses et après je vais expliquer. Bien, vas-y. Très stylisé, hein. Alors des petits personnages. Tac. Pop, et puis là, je vais changer de couleur. Et après, je vais expliquer parce que évidemment. Il faut l'analyse derrière. Ouais. Je suis un peu expansionniste. Tu fais bien, on est sur la fin de la journée, il faut occuper l'espace. Là aussi, il y a des petits bonhommes, etc. Des animaux, qui ne sont pas très bien, des vignes, des labours. Voilà. Alors, très bien. Alors, j'ai dessiné. Donne-nous ton analyse. J'ai dessiné une fresque extraordinaire qu'on trouve. Je nous propose de voyager en Toscane. Très bien. À Sienne, et de contempler l'interprétation contemporaine de la fresque de Lorenzetti, Les effets du bon gouvernement. Alors cette fresque, elle est extraordinaire, en plus elle est au Palazzo Comunale, c'est-à-dire l'hôtel de ville de Sienne. Pourquoi j'ai choisi ce dessin ? D'abord parce que c'est un hommage à la vitalité démocratique des cités italiennes au Trecento, 13e, 14e siècle, où on a, j'allais dire, un prémisse de décentralisation. Et là encore, sur la culture, je trouve qu'on est un peu timide, mais sur la décentralisation aussi. Et donc Lorenzetti, en 1338, à la demande des édiles de Sienne, il construit une fresque. Alors il y a 3 autres parties, mais j'en parle pas. Ça s'appelle les effets du bon gouvernement. Et il montre comment la ville et la campagne, le contado, doivent travailler ensemble de manière complémentaire. Et donc, il dessine une ville, avec ça, c'est les tours, parce qu'en Italie, il y a des tours, en réalité, à cette époque. Ça, c'est les remparts qui séparent bien la ville de la campagne, mais pour préserver la campagne, pour qu'il n'y ait pas cette espèce de phénomène de périurbanisation et de mitage du paysage. Et puis, dans cette ville, il y a la prospérité, il y a le commerce, il y a la construction, il y a la culture, il y a aussi des gens qui dansent, et il montre la vitalité de la vie urbaine. Et à côté, en complément, eh bien, il y a une campagne
harmonieuse, une campagne où les vignes sont nombreuses, normal, on est en Toscane, le Chianti n'est pas loin, où on laboure, où on élève des animaux, et puis les rivières sont préservées, la mer n'est pas loin, et on a cette harmonie entre la ville et la campagne, et le thème de cette fresque, le nom de la fresque, c'est les effets du bon gouvernement. Bien, nous, je pense que socialistes, on doit justement mettre en avant le bon gouvernement, et l'un des enjeux majeurs aujourd'hui en France, c'est de construire, j'allais dire, la France du 21e siècle, une France où on vit bien en ville, où les paysages et l'agriculture sont préservés, et donc cette leçon des effets du bon gouvernement, Lorenzetti, 1338, dans le contexte politique de la démocratie locale italienne, du Trecento, c'est un très bel exemple. Parce que le problème qu'on a, maintenant j'ai dessiné, je me rassois, le problème qu'on a un peu en France, quand on parle de démocratie, quand on parle de liberté, on s'accroche tout de suite, et c'est normal, c'est fondamental, c'est un bouleversement du monde, à la Révolution française. Bien sûr. Mais la Révolution française, c'est aussi l'émergence du centralisme, du jacobinisme, d'un État qui ne respecte pas forcément les libertés locales. Mais le 4 août, on célèbre tous l'abolition des privilèges. Mais l'abolition des privilèges le 4 août, ça a été aussi la fin des libertés locales, parce qu'il y avait ce projet de faire nation. Alors, dans le contexte de la France de l'époque, pas de problème, mais il faut se souvenir que la décentralisation qui a été voulue par François Mitterrand, par Pierre Mauroy, par Gaston Defferre en 82-83, c'est un souffle extraordinaire. Les collectivités locales ne sont pas des agents de l'État, nous ne sommes pas des opérateurs au nom de l'État, nous traduisons la volonté de bien vivre dans nos territoires, de représenter et de défendre nos habitants. Et donc, j'ai beaucoup parlé de la culture, mais à travers la fresque de Lorenzetti, je voulais aussi parler de la décentralisation et la nécessité de croire aux libertés locales. Très bien. Et bien, tu vois, tu nous as quand même fait une très belle illustration culturelle, une belle exécution. Donc, le pari est réussi. C'est super. Alors, deux derniers points. On voulait parler anecdote. Une information. Ah, baguette magique, pardon, c'est vrai. Je suis allé trop vite, on a un peu de temps encore. Baguette magique, pardon. Imaginons que tu puisses changer ce que tu veux. Aujourd'hui, voilà, en un claquement de doigts, quelle serait la chose que tu veux changer Une seule. Bon. Elle peut être aussi large que tu veux, tu peux tricher. Ouais, non, mais voilà, vous avez compris dans mon propos, je pense que la culture est un facteur d'émancipation. Donc je pense que ce serait une ambitieuse et volontariste politique publique en faveur de la culture pour l'émancipation de toute la population. Voilà, c'est très ça ma baguette magique. Jacques Lang avait eu une formule lors de son premier débat à l'Assemblée nationale pour son budget 1982. Il disait « Je rêve qu'il n'y ait plus de ministère de la culture, mais que dans chaque ministère, dans les 43 ministères, chacun soit également le ministre de la culture. » Alors, depuis, la décentralisation est passée, évidemment, le contexte institutionnel a beaucoup changé, mais je pense que la culture est facteur d'épanouissement, d'émancipation, et je pense qu'on a besoin de citoyens qui sont des citoyens forts, exigeants, et la culture nous offre cette émancipation. Voilà. Et donc, c'est en quelque sorte bâtir son autonomie politique, son autonomie citoyenne. Très bien, ça résume parfaitement ce que tu disais déjà tout à l'heure sur les problèmes actuels et comment les solutionner. Parfait. Et donc là, l'anecdote, tout va bien. Est-ce que tu as une petite anecdote, un souvenir en université d'été notamment, dans ta vie politique militante, ce que tu voudrais nous partager? Alors, c'est une anecdote très personnelle, mais celle que je vais vous raconter, je n'étais pas encore au Parti Socialiste. Vas-y, dis-nous. Voilà. Mais j'étais, j'allais dire, à fond pour l'élection de François Mitterrand, même si à l'automne 80, j'avais commencé à faire la campagne, parce que j'ai un peu l'esprit libertaire, une sensibilité libertaire. J'avais commencé à l'automne 80 avec les camarades là, avec qui j'étais donc dans ma petite banlieue, à faire la campagne de Coluche. Voilà. Très bien. Bon, on savait que ça allait pas aller jusqu'au bout, mais j'ai collé des affiches Coluche. Voilà. Mais l'anecdote que je voulais vous raconter dans la foulée, c'est le 10 mai 81. Ça reste pour moi, pour ma génération, un souvenir extraordinaire. Et évidemment, pourquoi j'en parle ? Parce que nous avons été des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers à aller à Paris. Mais grâce à un copain, on s'est super bien débrouillé. Parce que le soir du 10 mai, non seulement nous étions à la Bastille, mais on a réussi à monter au sommet de la colonne de Juillet. Et je pense que on était. Alors évidemment, il n'y avait pas les smartphones, donc j'ai pas de photos, j'ai pas de
de preuve. C'est le mais on a réussi à parce qu'au pied de la colonne de Juillet, il y avait un service d'ordre un petit peu hard qui était le service d'ordre de la LCR. D'accord. Et on était avec un vieux monsieur qui lui était au PS, qui était lui en costard cravate et qui les a baratinés. Il arrive, il se lève, il fait bon. Conseil national, on doit monter là-haut. Et les gros costauds de la LCR nous ont laissé passer. Et donc on est monté, on était une dizaine au sommet, et puis c'était génial parce que les avenues qui arrivent sur la place de la Bastille, on les voyait de la colonne de Juillet. On était fous d'ailleurs d'être monté dans ces conditions de sécurité, mais on voyait les manifestants qui arrivaient sur la colonne de Bastille. Moi j'avais à peine 20 ans, quoi, et j'étais là au sommet. Et donc voilà, pour moi le 10 mai 80, c'est la colonne de la Bastille en haut. Donc vraiment une victoire déjà incroyable, un moment qui est déjà pas banal pour un socialiste qui l'a vécu, mais là c'est vrai que tu l'as vécu de manière très particulière. Donc ça c'est mon souvenir. Et ben c'est mon 10 mai. Et ben voilà, c'est un très beau souvenir, on s'y croyait. J'avais un petit peu peur pour toi aussi. Heureusement que je sais que tu es là maintenant. Ça rassure un petit peu plus. Ne le faites pas chez vous. Ou à vos risques et périls. Et bon, on va terminer sur cette petite fin sur un conseil de lecture qu'on a demandé à tous nos camarades. Toi aussi d'autant plus. Est-ce que tu nous conseillerais un livre, quel qu'il soit, celui que tu veux? Alors je suis un très très gros lecteur. Très bien. Donc je suis très embêté pour en donner un. Je comprends. C'est très difficile de choisir. Tu peux en citer plusieurs si tu veux. Mais alors, tous en même temps. Qu'un seul. Comme ça, les camarades de la technique nous engueuleront pas trop. Un seul. Même. Autant que tu veux, mais rapide. Ah bon. Tout à l'heure, Arthur Delaporte a cité les mémoires d'Adrien. Oui. Bon, donc je vais pas le faire. Mais on a plus de temps que prévu. Tu peux t'étendre. Alors, j'avais prévu. Alors, fais donc. J'avais prévu de dire tout simplement le coup d'État permanent de Mitterrand. Parce que la période dans laquelle nous sommes, la Ve République est à bout, Jupiter est insupportable, et donc on a besoin de trouver un nouveau souffle. Et lire le coup d'État permanent écrit en 64, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que le militant, pour moi, c'est un intellectuel en action. Donc ça veut dire qu'il doit se muscler le cerveau pour après défendre ses idées. Donc le coup d'État permanent, c'est absolument génial. Et puis, un ouvrage paru en 1905, Élisée Reclus. Alors j'avais prévu qu'on en parle parce que je croyais qu'on allait parler plus écologie. Mais ça tombe bien, c'est le thème, il n'y a aucun. Donc Mitterrand, le coup d'État permanent, tout le monde connaît. Alors Élisée Reclus, c'est un penseur du 19e siècle extraordinaire, militant anarchiste, libertaire, géographe. Il a écrit des tas de bouquins, mais son œuvre posthume, en tout cas celle qui a terminé son œuvre, l'année de sa mort, 1905, s'appelle L'homme et la terre. Et il est le premier parmi les penseurs socialistes, même s'il était plutôt de tendance anarchiste, mais au 19e siècle, les choses sont un petit peu, évidemment, pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il est le premier à avoir bien fait comprendre qu'il ne pouvait pas y avoir d'émancipation sociale s'il n'y avait pas une compréhension de la terre. Et donc, il écrit L'homme et la terre. Je crois qu'on le trouve dans une petite édition de poche. Moi, j'ai une chance extraordinaire. J'ai l'édition originale de 1905 que j'ai trouvée par hasard chez un brocanteur. Ah oui, vraiment une incroyable chance. L'homme et la terre, ça raconte la géographie physique, comme on disait au 19e siècle, mais aujourd'hui, c'est toutes les questions de biodiversité, de réchauffement climatique, de bouleversement des épisodes de météo. Et puis, Reclus, il part de cette géographie physique, il fait le lien avec la géographie humaine et avec tous les enjeux physiques et autres, et puis il développe aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la géopolitique. Et donc aujourd'hui, si on veut bâtir un écosocialisme, il faut aussi avoir des bases, il faut aussi avoir une culture costaud. Et donc Élisée Reclus est incontournable. L'homme et la terre, 1905. Et si on voulait prolonger cette réflexion, moi je voudrais rendre hommage à un écrivain extraordinaire, alors que pas un de nos amis politiques directs, puisque lui, il est plutôt soutien, on va dire, du zadisme, les ZAD, mais c'est un écrivain de science-fiction, non, de dystopie, Alain Damasio. Oui, très bien. Et notamment son dernier, Les Furtifs, mais toute son œuvre, parce que il est un des rares écrivains très politique à faire le lien avec la question écologique, la question du réchauffement climatique, la question du numérique. Oui.
La privatisation de l'espace public, il a une de ces nouvelles extraordinaires où il montre que les mots deviennent privatisés. Vous ne pouvez plus employer certains mots parce qu'ils ont été achetés par les grands groupes. Et Alain Damasio, je pense que les militants socialistes devraient aussi le découvrir parce qu'il faut qu'on soit musclé politiquement pour affronter les défis du 21e siècle. Et je vais terminer. Élisée Reclus, donc 19e siècle, il comprend une chose, c'est qu'il y a deux phénomènes socio-économiques majeurs qui sont en train de tout bouleverser. C'est l'industrialisation et l'urbanisation. Ok. Au XXIe siècle, je pense que les deux phénomènes socio-économiques qui sont en train de tout bouleverser, c'est le réchauffement climatique et le numérique. Oui. Voilà, le réchauffement climatique, je ne vais pas développer parce que on voit bien ce qu'il y a derrière, mais le numérique aussi, parce que le numérique, c'est pas simplement l'économie, c'est aussi évidemment une autre manière de concevoir la démocratie, c'est une autre manière de s'exprimer, c'est une autre manière de faire jouer le lien social. Et donc, autant les socialistes au 19e siècle avaient eu raison avec Marx, plutôt de se focaliser sur l'urbanisation et l'industrialisation. Aujourd'hui, notre défi pour nous, c'est le numérique et le changement climatique. Et quelqu'un comme Élisée Reclus et aujourd'hui Damasio, dans la sphère de la fiction, nous aide à penser le socialisme du 21e siècle. Super, c'est un super conseil de lecture. Et ça tombe très bien parce que j'en profite que tu parlais du coup d'État permanent, puisque pour la revue des jeunes socialistes qu'on est en train de développer, j'écris justement un article là-dessus, donc je prendrais bien soin de te demander une relecture sur mon brouillon et de t'en envoyer une copie, comme ça j'aurai un avis de professionnel. Avant de venir, j'ai ressorti de ma bibliothèque mon exemplaire du coup d'État permanent et j'ai noté toutes les pages qui m'avaient inspiré quand je l'ai lu. Il y en avait beaucoup ? Oui. Ça m'étonne pas, ça m'étonne vraiment pas. La qualité. François Mitterrand, il faut le dire, je sais pas si on a un petit peu de temps pour finir là-dessus, mais François Mitterrand, c'était une personne extrêmement cultivée qui était connue pour sa plume. Même si le coup d'État permanent, je pense, je sais pas ce que je trouve pas l'œuvre la plus aboutie en termes de qualité d'écriture. Pour moi, c'est la plus marquante. Mais voilà, elle a un poids qui est énorme. Mais il faut faire attention, il faut bien la contextualiser. C'est-à-dire que François Mitterrand, il écrit le coup d'État permanent en 1964. Donc on est aujourd'hui en 2023. Donc les 60 ans d'écart, il faut les intégrer. Mais c'est très fort. Voilà, moi j'ai parlé donc numérique, réchauffement climatique, et puis j'ai envie de dire à tous ceux qui sont au Parti socialiste ou qui ont envie d'y venir, aux jeunesses socialistes, on invite. Vous êtes pour moi des intellectuels en action. C'est-à-dire que si vous ne faites pas l'effort et le plaisir de lire, de réfléchir, d'écouter, de vous confronter au débat d'idées, vous ne serez que des activistes, ou vous serez, si vous n'êtes que dans la réflexion mais pas dans l'action, vous serez dans le verbiage. Donc un intellectuel en action. Parfait, je pense que c'est un super bon sujet pour clôturer ton intervention. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir partagé tout cet écosystème sur la culture. On va en débriefer quelques instants avec mes collègues. Et puis, je te dis à bientôt. Merci encore pour ce petit moment de partage sur la culture. Parfait, merci beaucoup. Merci. Eh bien, on est de retour pour ce petit débrief avec Tom et Ernestine sur ce qu'on vient d'échanger sur la culture avec Christophe de Gruel. Donc en off, on parlait d'une autre question sur plus actualité, sur la culture. Au campus d'été du PS n'a pas été posée la question, mais dans d'autres campus de gauche sur invité Made in. Je laisserai Christophe répondre dans son coin sur sa position. Je pense qu'elle soit très secrète, où il nous a dit qu'en tout cas, s'il y avait quelqu'un invité, ça serait Alain Damasio. Il y a cette question justement de inclure des intellectuels, des créateurs, des artistes au sein de nos universités d'été. Il l'a dit aussi, la critique de l'absence de culture. Peut-être que vous vouliez en parler, si vous avez des exemples de manifestations culturelles qu'on aurait pu rajouter, un avis sur Medine aussi, sur cette controverse. Allez-y. J'étais tout à l'heure, il a parlé du cinéma par exemple qui se trouve au campus de Blois, et je pense effectivement que peut-être faire plus de projections aurait été quelque chose d'intéressant. Bien sûr. Dans la culture militante et afin aussi de présenter des œuvres un peu plus diverses, puisque là je crois qu'il y a eu 2 projections. Et c'est vrai que pousser un peu plus ce concept aurait été plus intéressant. Avec en plus l'avis de personnes qui n'ont pas notre avis et surtout pas notre recul. Ils ont leur recul que nous on n'a pas, leur connaissance. C'est vrai que c'est des moments qui permettent souvent de débattre après de la projection, d'inclure un contexte sur des œuvres qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est sûr, sur TF1 comme on disait tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est un super point. Est-ce que tu avais quelque chose peut-être similaire
Oui, rajouter ? alors effectivement, ce soir, je crois qu'il y a un concert au niveau de là où il y a eu le discours. Tout à Et fait. je pense que c'est important parce que ça fait le lien justement avec une citation de Jacques Lang en parlant de fête et de culture. Donc c'est des moments comme ça qu'il nous faut. C'est important que la culture soit présente au sein de l'idée de socialisme. Et c'est vrai qu'on voit que le campus JS a plus cette volonté, en tout cas, d'arriver sur quelque chose de plus culturel, notamment sur l'organisation avec des petites parties plus détentes, plus lien social, qui passe par la culture, qui passe par le sport. Le sport notamment, donc tournoi de foot. C'est ça, on a le tournoi de foot hier. Le tournoi de pétanque. Tournoi de pétanque, c'est vrai. C'est- Le concert qu'il va y avoir tout à l'heure, Oui. la Léon Boom, la petite soirée des JS qui va y avoir lieu. Mais c'est vrai que c'est une question qui a été vite abandonnée. Je pense aussi que j'ai pas eu le temps d'en reparler parce qu'on est très bavard avec Christophe. Et du coup, on n'en avait pas le temps. Mais il y a aussi un contexte avec les européennes qui arrivent bientôt et le contexte de la NUPES qui fait que ça prend beaucoup de temps dans le campus. Là, on a vu au campus PS, on a des ateliers tout le temps, en parallèle. Ouais, C'est très complexe. Et en plus, il y a le campus JS, donc je comprends qu'il y a eu des choix qui ont été faits sur des priorités, mais c'est vrai que sur des projections, même sur 2-3 jours, ça aurait pu être une super opportunité d'ouvrir un peu le champ des possibles. Oui. Ouais. Et est-ce que vous vouliez peut-être dire quelque chose sur la venue de Medine dans certaines universités d'été, si c'est quelque chose que vous connaissiez ou pas du tout comme controverse? Alors pas moi forcément, effectivement je connais pas trop, Ok. j'ai entendu parler rapidement et par rapport à aussi un peu ce côté polémique, c'est vrai Bien sûr. que les écologistes l'ont invité, alors j'ai pas trop suivi donc il faudrait que je m'y plonge un petit peu pour C'est un voir sujet comment super parce que complexe, hein. c'est très complexe. C'est très complexe. Sur les faits, c'est vrai que pour rappeler très rapidement le fait, des campus, les Verts l'ont invité, et les filles également, mais certaines personnalités chez les filles ont dénoncé cette invitation, qui est intervenue sur des propos qu'aurait tenu Medine ou même des propos actuels. Il y a cette question aussi de la laïcité au sein de la culture, qui je pense c'est ça la question. Déjà, je pense que s'il avait été porte-parole ou représentant d'une autre culture et d'une autre religion, le débat n'aurait pas été le même. Oui. Et c'est un souci qu'on a du mal à faire face. Après, ce qui est aussi vrai, c'est que dans la culture, on retrouve aussi beaucoup de politique Bien sûr. et que beaucoup d'œuvres en tout cas sont politisées ou Oui. portent à faire un message qui forcément va avoir des orientations tout à fait différentes d'un auteur à un autre. Bien sûr. Et puis, il faut aussi se rappeler que la politique, elle est partout. Il n'y a pas que l'action politique décisionnelle, électorale, mandataire et légale, mais dès le moment où on écrit un livre, il y a un message à faire passer, il y a une volonté, Exact. quelle qu'elle soit, que ce soit juste de faire de la littérature de gare pour distraire ou un manifeste vraiment politique, les deux ont une vision, ont une envie de partager des valeurs. C'est ça. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que tout est politique. Et c'est vrai que la culture, d'autant plus, elle se D'autant remène plus. à ça. Au fait D'autant que plus, ouais. l'éminence politique, Victor Hugo notamment, qui était un auteur que nous on se souvient, on connaît pour son œuvre Oui. classique. Les voilà. Misérables. Les Misérables, Voilà. là, ça a été Mais cité. c'est déjà une grosse critique de la société. Oui. Mais même dans ses poèmes, dans son activisme, dans sa personnalité politique, c'était à l'époque encore plus, c'était un commentateur politique de la vie Oui, c'est vrai contemporaine. qu'il s'est pas mal opposé à Napoléon III. C'est ça, et je pense que c'est aussi quelque chose à voir. Il y a le prisme de la culture selon les époques et la politique qui est assez intéressant. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre sur la culture peut-être Moi, ce que je trouvais intéressant aussi tout à l'heure, on parlait des mangas. Ouais, Et je trouvais ça aussi assez intéressant de rappeler que la France, c'est le deuxième pays consommateur de mangas. tout à fait. Et c'est quelque chose qui du coup est quand même assez présent dans la culture française et que on peut voir des signes un peu de, pas de xénophobie, mais en tout cas de rejet de cette Ouais. culture. Et c'est quelque chose que je trouve ça assez dommage, t'en parlais tout à l'heure avec le pass culture, des gens qui dénonçaient le fait d'acheter des mangas, ce que je trouve pour ma part assez dommage. Bien sûr. Ouais. Tu voulais Ouais. rajouter quelque chose Ouais, non, je te rejoins là-dessus. Pour moi, ça fait partie de cette culture, on va dire, populaire, donc, et notamment des mangas qui sont de plus en plus présents, donc je vois pas pourquoi ça pourrait bloquer, en tout cas moi, pas pour moi. Et ça, c'est vraiment un combat de droite de classer les cultures, de sous-cultures, premièrement. Donc déjà, il y a cette culpabilisation de tu lis, il faut lire plus, il faut pas être sur les écrans, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais tu lis un manga, non, c'est pas assez bien. J'ai vu dans le chat, en effet, tout à l'heure, qu'on parlait qu'il y avait un manga qui parlait de la culture marxiste et du capital de Marx. Oui. C'est aussi une autre façon d'aborder des sujets complexes. C'est ça. Et tu l'as aussi bien abordé, le côté aussi de la xénophobie, du racisme,
c'est plein de termes un peu complexes, mais à l'époque, je me souviens où le Club Dorothée est arrivé à la télé, j'étais un petit peu trop jeune pour le connaître, mais il y avait ce grand débat de faut pas japaniser la France, il faut garder la culture franco-française. Comme s'il y avait ce problème d'ouverture. Et je pense qu'il l'a très bien dit, Christophe, c'est qu'il y a cette volonté de certains camps politiques, à droite, de bien classer, de laisser les gens dans des boîtes et se dire les pauvres, on va les laisser dans leur culture à eux, qui va les contraindre à leur classe sociale. Parce que moins ils en savent, moins ils veulent sortir. Et les mangas, c'est tout comme un autre médium, c'est un pied d'entrée dans la culture. Et tu parlais du numérique tout à l'heure, on a parlé de TikTok. Par exemple, je sais que sur TikTok, il y a l'initiative BookTok, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un groupe de personnes qui est propulsé par TikTok pour parler de littérature. Je ne sais pas si c'est un sujet que tu connais, si tu veux en parler un peu plus peut-être. Ouais, j'en ai entendu parler effectivement, c'est une initiative de la part de TikTok, pour le coup qui est plutôt positif je pense, parce que tout à l'heure on parlait de TikTok, on va dire plutôt en côté négatif parce qu'il y a une volonté de contrôler, mais par contre cette initiative-là très importante parce que ça permet aussi d'ouvrir l'esprit, et je pense que ça c'est important, la culture permet d'ouvrir l'esprit et de pouvoir créer et de réfléchir encore plus. C'est là l'importance du numérique du coup, parce que TikTok c'est bien sûr comme plein d'outils consommés à outrance dangereux, ça peut être un outil de propagande, de contrôle, mais là c'est une initiative qui part d'un milieu qui est très décrié par la droite, aussi par la gauche pour d'autres raisons, mais qui est très décrié, mais qui permet de mettre un pied dedans, qui va permettre de dire voilà, moi je suis venu voir un contenu très court, très rapide, mais on parle d'un livre, je vais peut-être aller l'acheter, je vais peut-être mettre le pied dans une sous-littérature d'après la droite, qui n'en est pas une, mais qui va permettre de recréer un contact avec la culture qui est super important. D'ailleurs, c'est ce que je trouve intéressant quand on parlait sur la citation de Nicolas Sarkozy. Bien sûr. La culture, c'est la crise. La culture, c'est la réponse à la crise, tout à fait. Oui. Et du coup, cette vision assez négative qu'il avait, je trouve qu'on peut totalement l'inverser en disant la culture, c'est justement la réponse à la crise, mais parce que ça permet aussi de libérer et d'apprendre de nouvelles choses. Il y a aussi de l'apprentissage dans la culture, et notamment par exemple sur TikTok, ça peut être l'éducation à la vie politique. Bien sûr. Ça peut être. dont Arthur est un bon exemple, notamment. C'est ça. Tout à fait. En produisant du contenu, l'éducation à l'art et plein d'autres choses qui touchent au final à la culture et qui permettent l'apprentissage de la culture. Mais voilà, la culture, c'est vraiment ce médium, ce milieu qui permet de retranscrire des valeurs, des idées, des contextes, et voilà, tous ces systèmes-là qui peuvent être obscurs, et les renvoyer dans le monde politique. Il parlait d'Alain Damasio qui, en effet, comme ça de tête, ne viendrait pas comme un exemple de créateur politique, d'écrivain politique, mais c'est sûr qu'il y a des messages qui sont passés dans plein d'œuvres, que ce soit des œuvres de jeunesse, de fiction. Je pense à un autre exemple qui est un peu opposé du coup à Damasio, mais la série de livres de Narnia, qui est écrite par C.S. Lewis, Christopher Lewis, était presque un évangéliste. Il était catholique, croyant, très très fervent. Il y a plein de rapports à la religion dans son texte, et lui il l'a utilisé dans un autre sens, un peu moins courant, mais justement ce partage en fait des valeurs qu'il avait religieuses par une liste de livres de science-fiction, fantasy plutôt, qui quand on les lit à premier abord ne le sont pas comme ça, mais c'est là qu'on voit que même dans les œuvres les plus anodines, il y a un message qui est passé politique, religieux, éminemment puissant quoi. Et c'est ça qui est, je pense, très important de garder en tête. On a encore un petit peu de temps, c'est super parce qu'il y avait plein de thèmes dont on voulait parler. Il y avait un autre sujet que j'ai pas eu le temps d'aborder avec Christophe, mais dans l'écosocialisme, pour revenir un peu sur la partie vraiment très théorique de l'écosocialisme, il y a la notion d'environnement de vie. Avant, on opposait l'environnement naturel et l'environnement de travail, c'était deux notions qui étaient séparées, puis on s'est rendu compte avec le temps, en tout cas l'écosocialisme s'est rendu compte que ça correspondait juste à l'environnement dans lequel on vit, que le travail, la nature sont tous des éléments de notre vie, donc l'environnement de vie des êtres humains, et qu'il fallait justement ramener comme fondamental les questions de culture, d'urbanisme, donc c'est super qu'il en ait parlé, de travail, conditions de vie. Et je pensais que c'était une notion importante d'en parler, de faire le lien avec l'importance de la culture dans tout ce tissu social et dans tout ce combat éco-socialiste. Si vous voulez peut-être réagir sur ce qu'il avait dit ou en rajouter à ce propos, je ne sais pas si c'était quelque chose qui vous parle. Quelque chose que je trouve assez intéressant en rapport avec, alors pas forcément ce que tu viens de dire, mais par rapport avec l'écosocialisme et le socialisme, c'est l'accessibilité à la culture. Et notamment tout à l'heure il parlait de Jean Vilar, qui est quelqu'un de très important dans le théâtre, et
on peut parler par exemple de l'accessibilité au théâtre qui actuellement est quelque chose un peu délaissé, dans le sens où même des lycéens qui font une spécialité théâtre par exemple devront payer leur place. Alors bien sûr il existe des aides, mais c'est quelque chose où même pour des gens dont c'est leur spécialité, ne sont pas assez incités à aller voir du théâtre, à en faire plus, et ça c'est quelque chose qui peut être un combat du socialisme, le fait de pousser l'accès à la culture. Bien sûr. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur le sujet? Ouais, et pour compléter effectivement ce que tu dis, il faut effectivement pousser à aller au théâtre, mais aussi dans les musées et cinémas. Et les musées actuellement pour les moins de 25 ans sont gratuits, je crois, si ça n'a pas changé les premiers dimanches de chaque mois. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait dépasser le milieu du musée et pourquoi pas effectivement atteindre soit les théâtres, soit les opéras pour faciliter l'accès et pour pas que l'argent soit une contrainte effectivement pour pouvoir justement découvrir et s'émanciper. C'est ça. Ça fait partie on en parlait dans le chat de Cléo23 qui disait c'est du classisme, c'est encore cette façon de garder pour soi des formes de culture qui sont considérées comme élitistes, on en parlait. Le théâtre, l'opéra. Le cinéma, c'est un peu quand même, c'est vachement même démocratisé. C'est un peu plus démocratisé. Ça dépend de quelle version du cinéma aussi. Tu peux acheter des places sur Pass Culture. Voilà, c'est très rapide pour y aller. Moi, je voulais encore justement parler de cette clivance gauche-droite, puisque on vient, comme beaucoup de monde, dans le coin de Lyon, où donc il y a une mairie écologiste et une métropole aussi là-dedans, qui fait beaucoup d'efforts là-dedans avec le Pass Culture, qui par exemple pour les moins de 25 ans est gratuit. C'est la carte culture et on a accès à des musées gratuits, bibliothèques gratuitement. On en parlait aussi du théâtre, mais il y a pas mal d'initiatives qui permettent d'essayer de réduire, notamment avec le Théâtre National Populaire, le TNP, que tu dois peut-être plus connaître que moi Tom, mais qui est dans le coin de là où on habite, qui pareil permet d'accéder à une forme de culture qui est assez élitiste, souvent du théâtre classique, Molière, etc., un peu contemporanisé, etc., mais à des tarifs incroyablement bas. Et on sent la différence entre deux politiques de ville, et une ville qui est plus ouverte à la culture et qui s'ouvre sur les banlieues aussi. Oui, je ne sais pas si on a entendu parler, mais je pense pas qu'on est à la fin. Les banlieues et du coup les gens les plus défavorisés qui eux du coup n'ont pas cet accès-là. Et même les politiques des théâtres en fait, ça dépend aussi d'elles et alors forcément de leur secteur, mais les théâtres, eux, peuvent choisir aussi, décider de rendre plus accessibles certaines pièces. Tout à fait. En les mettant en avant et en baissant le prix. Voilà. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? C'est une question de volonté politique justement. Donc j'espère qu'on aura de plus en plus de théâtres qui proposant ce type d'initiative comme à Lyon. Parfait, et ben c'est un super mot pour conclure. Voilà. On va faire une très courte pause, le temps s'installer, et puis on va continuer cette série avec Eric Andrieux tout de suite. Merci beaucoup.